Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue. Ici, nous sommes lundi, il est 18h30 et vous avez rendez-vous avec votre programme Un verre, une assiette, un programme qui a été initié déjà quelques temps, début septembre, grâce à Vin et Société, grâce à l'Union de la Sommelier française. Et ce programme s'appelle Un verre, une assiette. Donc j'espère que vous allez vous connecter, je vois que ça commence à arriver les uns et les autres. Et puis, on va recevoir ce soir, vous vous demandez, j'ai rien devant moi, vous demandez qu'est-ce qui se passe, où sont passées les bouteilles de Vini Forwac, mais ce soir, c'est juste pour vous dire que j'ai un petit jeu entre nous. On va recevoir un chef qui s'appelle Philippe, comme moi. Bon, ça, c'est pas très original. Il s'appelle Philippe Mille, parce qu'il est là, il a plein dans le mille, dans la cible. Et ce fameux Philippe Mille, dont vous avez entendu parler, j'en suis sûr, surtout si vous êtes allé vous balader du côté de Reims, là, ça doit vous donner peut-être une petite idée de la thématique du jour. Eh bien, ce Philippe Mille règne depuis un certain nombre d'années sur la très belle maison, en cuisine en tout cas, qui s'appelle Les Crayères. Et on va recevoir Philippe Mille qui vient de se connecter avec nous dans un instant. Et on va parler ce soir champagne. Champagne et vin, oui, ça va pétiller autour de l'écran. Ça va vous donner peut-être des belles idées pour les fêtes de Noël, parce que c'est que le champagne, ça se consomme en particulier à Noël. Et cette année, nos amis champenois, mais ce ne sont pas les seuls, sont assez impactés par cette période tout à fait particulière. Et vous savez que même si on consomme beaucoup effectivement de champagne pour les fêtes, cette année, surtout dans les restaurants, dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, dans les fins de spectacle, c'est pas le cas cette année. Donc du coup, on compte sur vous tous pour profiter d'ouvrir quand même quelques belles bouteilles de champagne. Alors le temps que le chef se prépare, et je vois qu'il est là, salut Philippe. Bonsoir, ça Tout va va? bien? Ça va, ça va? Ouais, impeccable, très bien. Bon, écoute, alors je suppose que tu n'es pas au Crayères là ce soir. Non, je suis à la maison, ouais, je suis confiné. C'est adorable de nous accueillir chez toi. C'est absolument génial. Si tu pouvais baisser juste alors ton écran pour qu'on te voie un petit peu mieux, Ouais, bien ça sûr, serait bien sûr. top pour pouvoir, pour qu'on puisse t'apprécier. Impeccable. C'est notamment toutes les dames qui suivent l'émission qui me disent est-ce qu'on peut avoir Philippe encore mieux cadré, c'est le cas. Donc génial que tu sois avec nous ce soir. Juste avant que tu arrives, je ne sais pas si tu entendais, mais j'ai parlé un petit peu de ta maison. Très belle maison historique, notamment à l'époque de la famille Boyer, mais pas que. Il y a un certain nombre de chefs finalement qui sont obsédés, mais pas tellement finalement. C'est une maison qui rend les chefs assez fidèles. Exactement, ouais, moi le premier, ça fait 11 ans que j'y suis. Voilà. Exactement. Monsieur Boyer qui a fait plus de 20 ans dans cette maison. Donc le domaine des Crayères, vraiment un domaine en plein cœur de la Champagne, bien sûr, à Reims. Et puis voilà, on essaie de montrer notre savoir-faire, justement, l'art de vivre à la française, comme on l'entend sur nos deux restaurants, le restaurant Le Parc, qui est étoilé, et puis le Jardin, qui est le deuxième restaurant du domaine. Ouais, génial, génial. C'est vrai que tu dis que c'est en plein cœur de la Champagne, tu as précisé du côté de Reims, enfin à Reims. C'est même en plein cœur de Reims et c'est un havre de paix parce que le parc est juste magique, la maison est superbe. D'ailleurs, le lieu qui t'accueille aujourd'hui a même été élu plusieurs fois, d'ailleurs, quelque part, l'endroit idéal, le meilleur relais château du monde, le meilleur endroit du monde, etc. Et c'est tout à fait légitime parce que on y mange très bien, il y a une très jolie cave de champagne, mais pas que. Et notamment ces dernières années, grâce à la famille Gardinier, grâce au travail fait par les sommeliers successifs. Et moi, je salue quelqu'un qui est parti de chez toi, mais qui a marqué de son empreinte, la canne, qui est Philippe Jamès. Philippe Jamès, si tu nous suis entre deux platines ou de dégustation, on te salue aussi. Mais c'est vrai que la maison est le symbole même de l'art de vivre à la française. Exactement, ouais. Et puis bon, on parle de la cave. La cave, on est quasiment à plus de 800 références de champagne, ce qui est énorme, mais pas que le champagne, bien entendu. Hein. On a énormément de références des eaux de vin, les chefs sommeliers qui ont cette passion aussi et qui m'ont transmis cette passion, comme Philippe Jamès, hein, comme on a noté. Moi, quand je suis arrivé en Champagne, comme peut-être 80-90% des Français, c'est le champagne à l'apéritif, c'est le champagne sur un dessert. Et j'ai appris grâce aux sommeliers, justement, et grâce à tous les vignerons, avec ces dégustations au fur et à mesure. Absolument. Alors, ce qui est très intéressant, ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on catalogue le champagne dans une partie apéritive, et c'est vrai que ça a des vertus apéritives, on va y revenir dans un instant, notamment avec des blancs de blanc qui sont juste éclatants de fraîcheur et de minéralité. Et l'image, elle est très dessert, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est l'image aussi très symbolique de la fête, de la célébration. Donc on ouvre du champagne parce qu'on a un anniversaire à fêter, un succès, où voilà, il y a toujours moyen de boire du champagne. Napoléon disait que de toute façon, dans la victoire, dans la défaite, ça marchait toujours. On fêtait la victoire, on ayait la défaite.
et quelque part le champagne était toujours le bienvenu, mais surtout parce que pendant très longtemps, le champagne était un vin très sucré, très dosé. Et c'est la raison pour laquelle finalement le champagne traditionnellement s'associe avec des desserts ou en tout cas des gâteaux ou autres. C'est parce qu'il était extrêmement dosé. Or aujourd'hui, toi tu en es un témoin gustatif vivant et nous aussi, et vous qui nous écoutez bien entendu, le champagne est de moins en moins dosé. Il y a même beaucoup de vins de champagne non dosés, des brutes natures de champagne, etc. On n'est pas obligé d'aimer, mais en tout cas la tendance est dans ce sens. Et pour le coup, on s'éloigne complètement de l'esprit dessert. Sauf dans les demi-secs qui existent encore, mais qui sont relativement rares. Exactement, ouais. Et puis on a la chance d'avoir tous ces vignerons, ces maisons de champagne qui font énormément évoluer justement ce vin de gastronomie, hein, comme on l'appelle aussi. Parce que nous, on le propose voilà, de l'apéritif jusqu'au dessert, bien entendu, mais sur tous les plats, et quels que soient les plats, que ce soit sur le produit de la mer, que ce soit même sur le gibier, hein, qui est certains champagnes qui vont très très bien, justement, qui vont ramener cette fraîcheur sur cette viande. Et Oui, alors, pour moi, en découverte, en tant que cuisinier, c'est magique, hein, c'est une vraie palette. absolument. Et l'autre élément aussi que je voulais partager avec toi et nos amis qui nous suivent, c'est le fait que le champagne, contrairement aux idées reçues, ça peut vieillir. Et des champagnes non seulement millésimés, qu'on peut garder un peu, certains types de cuvées, etc., donnent des possibilités, effectivement, d'accords gourmands extraordinaires. La vinosité apportée par un vieux millésime, surtout sur des pinots noirs, hein, avec l'âge, mais c'est juste incroyable sur des viandes, sur des volailles, tu l'évoquais tout à l'heure, sur des gibiers, sur des fromages, sur des tourtes, mais franchement, cataloguer le champagne que, entre guillemets, l'apéritif, même si les champenois sont contents que leur champagne se boive, quel que soit le moment, je veux dire. Hein. Mais il y a des vertus gastronomiques que peut-être on redécouvre aujourd'hui. C'est ça, et puis ça, nous, en tant que restaurateurs aussi, cuisiniers, sommeliers, hein, c'est un vrai travail aussi avec la salle, avec Martin Jean justement en sommellerie aujourd'hui, et qui continue justement ce travail, hein, cet accord d'aimer, et avec le champagne, faire découvrir justement cette différence qu'il peut y avoir d'un cépage à un autre, d'un terroir à un autre, et de faire découvrir justement aux clients, qu'ils soient français ou étrangers, bah, ils adorent, je pense. Ils viennent en Champagne pour ça, hein. Absolument. Il y a une variété, il y a champagne, c'est la marque générique, la marque ombrelle. Hein. Il y a finalement très peu d'appellations en champagne. Il y en a trois. Champagne, coton champenois et rosé d'Hérissé. C'est vite fait. Hein. On peut rajouter éventuellement le ratafia de Champagne, l'eau de Vinmar de Champagne, enfin, mais tout ça est très limité. Surtout, c'est Champagne, l'appellation la plus revendiquée. Et finalement, il y a une multitude de styles, de goûts, de terroirs. Il y a une mosaïque de lieux, de territoires qui viennent se compléter. Le champagne, c'est à la fois la possibilité de faire un monocru, monocépage, un truc vraiment au carré, et c'est en même temps l'art de l'assemblage, dont le chef de cave a le secret, et les chefs de cave, c'est vrai que c'est un titre extrêmement noble en Champagne, qui sont un peu la mémoire des maisons et en même temps la mémoire de ces terroirs, dont le symbole dans l'image, c'est sûrement Dom Pérignon, qui, dit-on, était devenu aveugle, mais qui avait un goût absolu, quasiment comme on a l'oreille absolue, et qui savait identifier le raisin d'Auvilliers, mais celui qui venait de Mareuil, celui qui venait de Chouy, celui qui venait de Vertus, ou d'autres endroits où les moines avaient à l'époque des vignes, avec précision, hein, en dégustant juste le raisin. Donc c'est cet art de s'imprégner finalement de ces terroirs particuliers, très complémentaires, qui font aussi la beauté de l'assemblage à champagne. C'est vrai, et puis c'est une vraie richesse pour moi, hein, de mon côté, hein, de pouvoir essayer de trouver justement des plats qui puissent accompagner chaque champagne. Alors attention, c'est vraiment le travail du sommelier aussi qui est là et qui vient déguster, goûter le plat, ou alors c'est aussi le vigneron qui vient ou la maison de champagne qui vient avec son vin de gastronomie, et qui me dit, bah, voilà, ce midi je suis avec des clients, je voudrais leur faire plaisir, qu'est-ce que vous pouvez me faire avec ce plat? Et c'est là où on a besoin aussi des recueils un peu de tout le monde et de pouvoir associer ces éléments à chaque moment. Philippe, je suis venu et je remercie le comité des vins de Champagne. Ils m'ont envoyé quelques bouteilles histoire de t'attendre, de partager ce moment avec toi un peu à distance, désolé. Hein. Mais voilà, donc juste, je commence d'ailleurs une petite explication sur les petites ici, coiffes de champagne. Il y a aujourd'hui un petit trait qui permet de découper très proprement sans être obligé de prendre un couteau, une bloc de bois. Utilisez-le et voyez, ça sort tout seul.
c'est propre et la bouteille est très bien découpée. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est la prudence. Une bouteille de champagne, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a 6,5 kg de pression à l'intérieur. Ça sort à plusieurs dizaines de kilomètres heure. Si vous prenez effectivement le bouchon, malheureusement, dans l'œil ou ailleurs, ou si vous le projetez vers quelque chose, il faut être extrêmement prudent avec les bouteilles de champagne. Donc, toujours sécuriser l'ouverture. Alors là, les bouteilles, on peut voyager avant d'arriver. J'espère que ça va bien se passer. Sinon, rassurez-vous, je vais faire très attention. Donc, comme ça, on enlève, ou en tout cas, on décolle un peu le muselet, d'accord, on le défait. Ici, on fait très attention. Alors, soit on enlève tout ensemble, soit on enlève le muselet, mais toujours en sécurisant. Toujours. Et ici, on lâche jamais le pouce du dessus du bouchon, là où il y a la plaque à museler. Et on fait tourner ensuite, comme ça, délicatement, la bouteille, en gardant le bouchon bien dans la main, pour venir ensuite ici. Normalement, on ne fait pas de bruit. Hein. On fait juste doucement comme ça. Normalement, vous n'avez pas dû l'entendre à l'écran. Et le bouchon sort comme ça. Et en inclinant la bouteille légèrement comme je viens de le faire, l'angle fait qu'effectivement, dans une situation normale en tout cas, la bouteille ne gerbe pas. Donc déjà, on n'a pas de perte, on n'a pas de risque, et là, le bouchon est sorti sans bruit et sans aucun problème. Voilà. Un bouchon en champagne, notamment sur des vins de champagne neufs, jeunes, j'allais dire, il s'évase comme ça. Il vient faire un peu l'accordéon, si on veut. Il s'évase. Sur des vieux champagnes, il ne faut pas s'affoler lorsque le bouchon est chevillé, c'est-à-dire qu'il est serré. C'est une certaine logique du temps qui passe. Et d'une façon générale, ce n'est pas un souci particulier. Alors, le champagne pour commencer. Alors, il y a des multitudes de champagnes possibles. Hein. Je n'explique pas à tous les gens qui vont nous envoyer pourquoi vous n'avez pas goûté du Ruinart, parce que vous êtes en face. Pourquoi vous avez goûté du Pommery, qui est le parc Pommery de Madame Pommery à l'époque, la maison des Crayères, tu le sais très bien. Pourquoi vous n'avez pas goûté du Lançon, qui est partenaire ensuite de la Semainerie, ou du Val-le-Roi, qui est partenaire aussi. Il y avait une multitude de possibilités, et Dieu sait si on les aime, tous ces champenois. On commence avec Vazar Cocard en blanc de blanc. Donc Chouy 100%, Chardonnay 100%, sachant qu'en Champagne, pour faire du blanc de blanc, il faut que ça soit uniquement un cépage blanc, mais que le Chardonnay n'est pas le seul. Hein. Parce que même si on évoque aujourd'hui Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, qui sont les trois mamelles de la Champagne moderne, il ne faut pas oublier les anciens cépages comme le Petit Mélier, l'Ardane ou encore le Pinot Blanc. Certains vignerons s'amusent à faire des blancs de blanc, d'ailleurs pour tromper, entre guillemets, les consommateurs, gentiment, hein. C'est juste pour les faire challenger un peu, ce n'est pas une tromperie bien entendu, utiliser du Pinot Blanc et l'appeler blanc de blanc puisqu'ils ont cette possibilité-là. Là, on est sur un blanc de blanc classique actuel, qui est un Chardonnay blanc de blanc, que je vais déguster. J'ai aussi quelques verres. Et pareil, le conseil, c'est de ne pas utiliser nécessairement une coupe qui est trop évasée, même si on l'utilise quasiment plus aujourd'hui, de ne pas utiliser non plus une flûte trop rectiligne. Je pense que tu es d'accord avec moi, Philippe. Oh oui. Et d'utiliser, alors on aurait pu prendre les verres de Philippe Jamès, hein, qui sont assez exactement, ouais. Les beaux verres de la Maison Lehmann qui sont très bien aussi. Absolument. Et englobent justement toutes ces bulles. Quoi. Absolument. Un verre à vin blanc un petit peu resserré, finalement, est une très bonne solution pour apprécier le champagne. On profite de la bulle. Et de chez en champagne, la bulle est importante. Mais il y a l'écran ici, ça moustille légèrement. La bulle est fine, élégante. Les cheminées qui montent, c'est la petite bulle qui monte à la verticale quasiment, sont assez régulières. C'est déjà un beau signe, je veux dire, qualitatif. La brillance, la limpidité, les parfums. Donc là, on est extrêmement marqué par le côté fruité du chardonnay. Ces arômes un peu à la fois de fruits frais, du verger, ce côté poire, pomme, acidulé, c'est vraiment très agréable. Plus un côté un petit peu agrume qui appelle déjà un peu des saveurs quasiment marines au nez, même si on est quand même dans le fruité. Et puis après, en bouche. En bouche, c'est très franc. La bulle n'est pas agressive, et ça, c'est important qu'il n'y ait pas ce punch pétillant qui peut perturber le palais. Ce n'est pas le cas ici. C'est pas trop dosé. Pareil, il ne faut pas que ce soit trop gras et trop cette sucrosité qui peut déconcerter. Et ce qui est intéressant ici, ce que j'aime bien sur ce genre de champagne, et surtout sur les blancs de blanc, de la Côte des Blancs, on a souvent ça, c'est la signature, c'est effectivement cette salinité particulière qui permet d'avoir ce côté salivaire, qui est à la fois une éveil du palais, mais surtout qui évoque. Alors, je crois que tu as commencé à sortir quelques arguments solides aussi. Hein. Mais ça évoque la mer. Il faut aller faire un tour. Voilà, exactement. Des côtes.
Exactement. Donc, j'ai préparé quelques ingrédients moi, hein, de mon côté. Donc là, voilà, les Saint-Jacques. Hein, on est en pleine saison des Saint-Jacques, des belles Saint-Jacques là. Donc là, on parlait de sucrosité légèrement. Ben voilà, la Saint-Jacques a un peu de sucrosité, mais il y a aussi le côté marin qui est là. On a le côté iodé qui va vraiment. C'est un produit de saison qui est très agréable, en cuit comme en cru. Aujourd'hui, on va le faire cru. J'ai voulu justement voilà, lui donner toute sa saveur, lui laisser s'exprimer, ni plus ni moins le produit. Et puis, bah voilà, on a les choux-fleurs, hein, les beaux choux-fleurs. On a nous notre. Hop là, je suis en train de les faire tomber partout. C'est des Euh, chauffeurs classiques ou c'est des chauffeurs? non, là, bah voilà, nous on a notre producteur, c'est Sascodron, là, qui nous fait des produits bio et qui sont exceptionnels, les choux-fleurs blancs, les violets, des verts. Puis après, voilà, on a d'autres produits un peu plus exotiques, on va dire, hein, le gingembre, la cacahuète, et puis aussi le citron vert qui va venir vraiment agrémenter l'ensemble, quoi. Donc, Alors, j'ai on peut, si on veut, je répète un peu ce que enfin, je résume ce que j'ai entendu pour que tout le monde soit aussi au diapason. Donc les Saint-Jacques, bien entendu, tu vas y revenir. Les trois variétés de chou-fleur de couleurs différentes, est-ce qu'elles ont un goût différent ou c'est juste une coloration, une variété? non, non, on est vraiment plus sur un côté esthétique, même si c'est les subtilités. Là, en plus, on va les avoir quand même en cru également. Donc, on va pouvoir retrouver cette subtilité, mais c'est pas non plus quelque chose de bien tranchant entre chaque couleur. Par contre, c'est vrai que, bon, voilà, en ces moments, ça permet d'égayer un peu les plats aussi. Mais tu as absolument raison. Donner de la couleur à votre assiette, ça donne de la couleur à votre vie. C'est ça un peu le message quelque part. Et ensuite, gingembre, cacahuète, tu disais, et citron vert. Et voilà, alors, on peut remplacer par des noisettes ou par des noix, qui peut être aussi, en plus à noisette du coup. Et puis après, voilà, on a aussi, si on veut, agrémenter, on a du safran aussi dans notre région, de Madame Bernier, on peut, comme ça, juste au dernier moment, un peu, comment ça s'appelle, écraser un peu le safran légèrement séché par-dessus. Ça va donner une autre note qui va être très intéressante aussi, sans dénaturer encore une fois. Hein. Le produit est exceptionnel, la Saint-Jacques est exceptionnelle, il ne faut pas la dénaturer. Par contre, on va la mettre en valeur avec d'autres produits. Exactement. Des sortes de révélateurs de goût, finalement. Exactement, c'est ça. Et puis, une pointe de sel, un tout petit peu d'huile d'olive, un tour de moulin, un peu de piment d'Espelette si on veut, voilà, que ça ramène un peu de vivacité. Et puis c'est tout. On va voir le croquant avec le chou-fleur qui va être encore cru, la cacahuète aussi. Puis après, on a le moelleux de cette Saint-Jacques qui va vraiment fondre dans l'ensemble, quoi. Bon, il y a beaucoup de commentaires. Hein. Et les gens disent que ça a l'air appétissant, c'est beau. Il y a même Alix de Tahiti que je salue, qui est une fidèle parmi les fidèles, parce que franchement, c'est tôt à Tahiti pour elle. Elle se lève le matin pour nous écouter. Elle dit à quelle heure tu arrives. Donc, bon, il y a un peu de vol, il y a un peu de décalage horaire avec Tahiti. Il y a 11 ou 12 heures d'écart. Et puis, il y a 24 heures de vol. Donc, Alix, à demain, hein, pas avant, ça ne sera pas possible. Hein. Exactement, ouais. Dès qu'on peut, on pourra et on ira surtout parce que aujourd'hui, on a envie de sortir justement, Absolument. et puis de découvrir tous ces lieux. Donc voilà, bah moi je vais commencer un peu mon carpaccio, hein, dans l'esprit carpaccio. Alors, je vais descendre un peu ma. Je t'en prie. Ouais, Gabriel, donne-nous un peu les petits trucs de chef là, pour bien préparer tout ça, la température, est-ce qu'il faut le faire? Ouais, alors c'est important encore. Ok, je me mets là comme ça. Hop. On te voit parfaitement bien. Ouais, toi c'est important aussi. La Saint-Jacques, il faut qu'elle soit fraîche, bien entendu, mais pas trop froide non plus. Hein, quand le produit est trop froid, je trouve qu'on n'a pas toute la saveur du produit qui est là, et c'est dommage de ne pas en profiter. Il faut Donc la on laisse tempérer. cuire, ouais, on la laisse sortir, allez, 5 bonnes minutes avant de pouvoir commencer à tailler. Puis on va faire notre carpaccio, puis après on va la laisser mariner 50 minutes avec justement cet assaisonnement, cette huile d'olive, ce poivre, ce sel bien entendu. Puis voilà, on va laisser comme ça, mais pas température ambiante non plus, mais que ce soit légèrement réchauffé, légèrement quoi. Voilà. D'accord. Mais les 50 minutes, ça veut dire que la Saint-Jacques va être dehors pendant 50 minutes pour le coup? 5 minutes, pardon. Ah, bon. 5 minutes. Donc, Bien c'est fait bon. de souligner. 5 minutes, 5 effectivement, minutes. de marinade. Exactement. D'accord. Ça suffit, ça C'est suffit. quasiment instantané, quoi. Exactement, Voilà. exactement. Donc voilà, je vais tailler là. Je t'en prie. Donc, elles ont été sorties il y a 5 minutes. Là, tu les tailles. Exactement. Et là, toi, je fais une tranche. Elle est vraiment, je ne sais pas si vous la voyez, et c'est vraiment luisant. Voilà. Ah là là, ça donne vraiment envie, là. Ah, si on ne craque pas derrière l'écran, ça ne va pas le faire. Alors, on va faire des fines tranches, mais pas trop fines non plus. On va avoir un peu de texture. Donc, la Saint-Jacques, ça va dépendre un peu de la Saint-Jacques qu'on a, mais ça va être 3, 4 tranches. Voilà, on laisse un peu d'épaisseur quand même.
Oui, pour qu'il y ait un peu de matière et de mâche. Voilà, et puis la mâche, c'est intéressant aussi. Absolument. Voilà, on est déjà sur des produits qui sont fondants. Alors si en plus on leur laisse pas un peu de texture, c'est dommage. Oui, c'est presque dommage, quoi. Finalement, la Saint-Jacques, c'est l'hostie de la mer, quelque part, quand tu la tailles comme ça, quoi. Ah, mais c'est ça. On Là, il vient faut respecter communier encore de une fois, toi. hein. Excuse-moi. Encore une fois, faut vraiment respecter le produit, quoi, hein. On a tendance des fois à vouloir y mettre beaucoup de choses, à vouloir les triturer, alors que le produit est exceptionnel comme ça. Elle Voilà. vient d'où, tes Saint-Jacques? Rade de Brest. Rade de Brest. Alors là, on est vraiment sur la. Là, c'est quand même des belles pièces, hein. Oui, oui. Belles pièces qui doivent faire aller entre 30, 40 grammes, enfin, les 40 grammes facilement. Très bien. Voilà, c'est très beau. Pas mal du tout, ça. Bon, il faut en compter combien par personne à peu près? Alors, tu vas me dire, ça dépend des goûts. Voilà, ça dépend des gourmands en fait, hein, s'il y a beaucoup de gourmands ou pas. Mais sur les belles pièces comme ça, toi, 40 grammes, moi je compte aller 120 à 150 grammes. Alors si c'est un plat 150 grammes, mais 120 grammes pour une entrée, c'est bien. Donc tu vois, si elles font 40 grammes, là, 3 belles Saint-Jacques, ça va suffire, en sachant que tu as un plat derrière. Ça c'est une entrée, hein. Voilà, tu commences ton repas avec ça. Voilà, 3 belles Saint-Jacques, 4 Saint-Jacques, c'est très bien. Et j'imagine, il y a Eric Rosenberg qui nous dit qu'il veut bien communier avec nous. Tu as bien raison, mon ami Eric. Alors là, le gingembre, toi, je fais des fines tranches là, du coup. Parce que le gingembre, c'est quand même assez puissant, hein, faut pas l'oublier. Puissant en saveur. Et on ne veut pas non plus que ça dénature de trop, encore une fois, le plat, mais que ça vienne agrémenter. Donc là, on va faire une fine julienne. Alors, vous avez vu, une julienne, c'est tout petit filament, Oui, hein. vraiment le plus petit possible quelque part au couteau, quoi. Voilà, c'est les cheveux. Les Des cheveux. cheveux, des cheveux d'ange. Voilà, donc là, on va vraiment tailler. Après l'hostie, on a des cheveux d'ange, on est dans le thème ce soir, hein. Les cheveux blonds. Ouais. Et donc ça, tu mets ça dessus, tu vas le mettre dans la fameuse marinade, finalement. Ouais, alors moi, la marinade, tu vois, je vais mettre d'abord au fond. Je vais mettre ce gingembre. Voilà, donc là, j'ai mon assiette, hein. Oui. Je vais mettre de l'huile d'olive. Une huile d'olive pas trop, pas trop piquante, pas trop poivrée. On va y mettre, hop. Donc le petit conseil, c'est d'abord de mettre l'huile d'olive au fond, c'est ça? Ouais, exactement. Toi, l'huile d'olive, on va juste, voilà, étaler Hop, avec le pinceau légèrement. le Hop. côté. Hmm. Et puis là, le gingembre, finir y mettre un peu partout. Voilà. Ok. On va vraiment, hop, Voilà. étaler l'ensemble. Parfait. On va se bâtir justement la recette, là, c'est super. Voilà. Tac. Et puis là, on ira assaisonner. Sel, poivre. Là, je vais en mettre là. On voit tout. Hop. Voilà, le poivre, un peu partout. Il y a beaucoup de tes fans champenois qui nous suivent ce soir, hein. Il y a beaucoup de producteurs de champagne qui vont passer des messages de la maison de Pierre, passer des messages de Franck Pascal, je vais passer des messages de plein d'amis champenois qui sont avec nous ce soir. Alors là, je mets un peu de fleur de sel. Voilà. Tout à l'heure, je parlais d'un peu de piment d'Espelette. On va en mettre un peu. Allez. En plus, ça colore légèrement, c'est sympa le piment d'Espelette. Ouais, et puis ça vient réchauffer un peu la bouche juste comme il faut. Ouais, ouais. Sans brûler, donc c'est parfait ça. Et puis là, on va venir déposer nos belles Saint-Jacques dessus. Ça, c'est chouette. Voilà. Je crois que je vais aller acheter des Saint-Jacques. Allez, et les amis d'Antiquine, Glou, bravo. Jojo de Lyon qui nous suit aussi, qui avait été mon invité il y a quelques temps quand on faisait déguster confiné pendant le premier confinement et qui nous suit aussi de temps en temps. Et merci d'être là ce soir. Il y a quelqu'un qui nous demande si ta fleur de sel vient bien de l'île de Ré. Il n'y a pas que là, mais notamment. Je suis Noirmoutier. Non, mais c'est sympathique. C'est sympathique. Donc voilà. Après, donc le chou-fleur, on va le tailler en lamelles. Donc le chou-fleur, hein, en fines lamelles. Donc accru. Accru. Le plus fin possible. Il est Hop. Donc là, j'en ai déjà taillé un peu d'avance. Tu vois.
Donc là, on a les rouges, les verts, les blancs. Hop, voilà, ça reste assez fin. On a un peu de couleur. Puis là, on va les disperser un peu partout. Formidable. Je vais profiter pendant que tu continues à œuvrer, hein, je te laisse parler. Je me permets Oui, bien sûr. d'ouvrir une deuxième bouteille pour multiplier un peu les plaisirs. Et là, c'est Veuve de Vaux dans le millésime 2008. Donc un assemblage de Pinot et Chardonnay, 50-50. 7 ans de cave minimum, j'allais dire, sur cette cuvée-là, ce qui est fort sympathique. Toujours la précaution nécessaire à l'ouverture des bouteilles. Hein. Soyez vraiment prudents, on ne le répétera jamais assez avec les bouteilles de champagne. Il y a malheureusement chaque année un certain nombre d'accidents. Il y a deux problèmes en fin d'année, au moment des fêtes. Hein. C'est juste, malheureusement, les bouteilles de champagne. Et puis le deuxième, c'est le couteau à huître, qui est assez redoutable. Donc soyez prudents, profitez des bonnes choses de la vie, sachant que huître et champagne, ça marche bien, très très bien ensemble. Vous voyez juste la différence des deux bouchons. Vous voyez celui-ci qui s'est évasé très rapidement sur un champagne relativement jeune, et celui-ci qui est un 2008. Donc vous voyez qu'au bout d'une douzaine d'années, il cheville un peu, donc il s'ouvre moins. Il garde quand même son efficacité, son élasticité, mais effectivement, il ne s'ouvre plus comme il était sur un bouchon jeune. Et la différence, j'essaie de mettre dans la lumière ici pour que vous puissiez bien voir la différence. Ce n'est pas du tout un problème qualitatif, c'est juste voilà, le bouchon qui a évolué dans ce sens. Je vais me récupérer un verre pour pouvoir goûter effectivement cette cuvée 2008. Même si je pense que le chardonnay, par rapport à ce qu'on vient de goûter là, de Bazar Cocard ce soir, ou les chardonnays de façon générale, les blancs de blanc, pour résumer un peu les choses pour la Champagne, sont souvent pour la Saint-Jacques des partenaires assez privilégiés. Donc là, voilà, j'ai mis le Saint-Jacques, donc je rappelle le gingembre, le poivre, le piment d'Espelette, l'huile d'olive au fond. J'ai ajouté mes Saint-Jacques, j'ai rajouté les copeaux de chou-fleur. Voilà. Avance pour mieux voir hein, que c'est beau. Wow. Voilà, juste ça. Et puis là, on va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive comme ça par-dessus. Ah oui, donc l'huile avant et l'huile après, comme ça. Moi, j'adore l'huile d'olive. Le léger, toi, sur le dessus, c'est léger. Hop. Alors, finalement, c'est une recette atlantique et méditerranéenne. Quoi. Ouais, mais c'est surtout le côté marin que j'ai envie de mettre en avant, surtout. Ben, la mer est très propice aussi pour le champagne, bien entendu. Donc, je remets un peu de piment d'Espelette, un peu de poivre. Voilà, tac, tac. Puis là, on va y ajouter un peu de ciboulette. On va venir éparpiller un peu partout. Je me fais plaisir aussi avec le blanc de bandoulier de la maison de Vaux, là. Parce que là, on a une évolution dans la couleur plus dorée, mais ça, c'est juste le temps qui est passé et c'est normal. Et puis, il y a aussi le premier, on était sur du chardonnay blanc de blanc, donc c'est toujours beaucoup plus clair. Ne soyez pas étonnés d'avoir des différences de teinte en champagne, c'est tout à fait logique. Là, on est sur un assemblage effectivement chardonnay et pinot, donc logiquement, c'est plus doré. Et puis, au niveau aromatique, on a une complexité apportée par le temps, des arômes aussi un petit peu plus rôtis, un petit peu plus mellifères, des arômes un petit peu plus épicés. Et notamment, c'est très marqué par le côté poivre blanc, qui est super intéressant. Je pense que ça peut être, parce qu'on garde de la réserve de fraîcheur en finale de bouche, je pense que ça peut être aussi, grâce à ces arômes poivrés et cette fraîcheur en bouche, être un match qui est super intéressant avec ton plat. Voilà. Et là, moi, ce que je vous conseillerais, c'est à ce moment-là, c'est de mettre un papier film dessus ou un petit sopalin légèrement humide, et puis on le laisse comme ça 5 minutes de ce côté. Voilà, on le laisse respirer, on le laisse prendre un peu la température, mariner justement avec tous ces ingrédients. Et puis, une fois que c'est fini, bon, voilà, on va y rajouter par contre notre jus de citron, et puis nos cacahuètes, quand on y vraiment mettre le croquant au dernier moment, qui vont, voilà, en bouche, on a quelque chose, on a la texture, et qui va très bien aller aussi avec les différents champagnes. Ah ben c'est clair. Et puis le côté cacahuète, le côté légèrement torréfié comme ça, sur des champagnes avec une petite pointe d'évolution, c'est merveilleux parce qu'on trouve ces arômes un peu toastés, ces arômes un peu viennoiseries, ces arômes justement qui sont des arômes rassurants d'ailleurs un peu, parce que on est assez sensible, on les identifie assez facilement en plus ces arômes. Voilà, exactement. Et donc du coup voilà. Donc là on se retrouve. Toi,
pas. Bon, Voilà, c'est lait quoi de ton adresse? Saint-Jacques. Autant on connaît l'adresse écrière, autant on ne connaît pas la tienne. Donc, bon, on ne va peut-être pas la donner tout de suite parce que les milliers de personnes qui nous suivent là, ils vont peut-être débarquer rapidement. Ça donne envie, mon ami Philippe. Hein. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Alors, c'est génial. Franchement, c'est une très jolie assiette, une très jolie composition. Et en plus, ça passe très bien à l'écran. Hein. Le, Vraiment, dernièrement, par contre, c'est juste le citron, je vois qu'il y a une multitude de petits likes, de petits cœurs qui arrivent. Et je pense que les gens ont vraiment raison parce que ça donne vraiment envie, mon cher Philippe. Mais tu vois, c'est ça, parce que je voulais ce soir, c'était voilà, c'est une cuisine simple, abordable à la maison, qu'on puisse faire aujourd'hui, en pleine saison de ces produits, abordable, et puis surtout qu'ils puissent s'accompagner avec le champagne. Voilà. Absolument. Alors pour fêter ça, tu vois, on va ouvrir quand même la troisième bouteille qu'on m'a fait passer pour nous ce soir. Désolé, hein, toi, tu peux pas me faire goûter, et moi je peux pas te faire goûter un petit champagne de ce soir, mais ce n'est que partie remise. On va se dire qu'on va se retrouver bientôt, voilà, plus rapidement, enfin j'espère rapidement en tout cas, physiquement. Et donc Bollinger, spécial cuvée. Donc là on est sur un assemblage de Pinot Noir, de Chardonnay et même de Pinot Meunier, parce qu'il y a 15% de Pinot Meunier. Ça, c'est une signature particulière de la maison Bollinger, qui sont aussi, c'est une cuvée non millésimée, qui est un peu la base de la maison Bollinger, mais pourtant, ce sont des champagnes racés qui ont déjà un certain nombre d'années de cave. Vous voyez que le bouchon ne trahit pas son âge, puisqu'effectivement, il est chevillé comme celui tout à l'heure de 2008 de chez Deveau. Et effectivement, ça prouve le temps de vieillissement de cette cuvée, à la fois en cave, mais aussi ensuite, justement, va être commercialisée. Et je vais la goûter juste pour le bonheur de la partager avec vous également ce soir. Vous voyez que le comptoir s'anime un peu, hein, il y a pas mal de plus en plus de choses. Et, voilà, il y a la signature Bollinger. Hein. Alors, à la fois la finesse de la bulle, vous voyez là, la persistance de la mousse, c'est aussi quelque chose qui est marquant sur la qualité du champagne et sur le temps de patience, parce que le champagne, c'est l'école de la patience. Hein. Il faut patienter pour que le raisin arrive à maturité, il faut patienter ensuite pour faire les vendanges, toujours en caissette sans écraser le raisin. Il faut patienter pour faire la première fermentation, pour l'assemblage ou non, mais en tout cas pour créer la fameuse cuvée. Patienter pour la deuxième fermentation qui, je vous rappelle, est en bouteille. Hein. Et puis ensuite, on patiente pour que effectivement, la bulle s'imprègne effectivement le plus possible voilà, au champagne. Et je salue d'ailleurs tous nos amis sommeliers champenois, Eric Arnaud, le président des sommeliers de Champagne, Jean-Pierre Hubail qui nous suit aussi, et voilà, tous nos amis champenois, les sommeliers, les producteurs, les amateurs de gastronomie de Champagne, les chefs de Champagne, qui nous ont magnifiquement accueillis. On a fait les 50 ans de l'Union de la sommelier française, c'était l'année dernière, à quelques jours près, il y a quasiment un an. Le temps a changé quasiment quand même depuis l'année dernière au niveau de l'ambiance, mais les souvenirs restent et les souvenirs sont à venir, mon cher Philippe. Exactement. Et puis c'est pas loin, c'est Reims, la Champagne. On est, pour ceux qui sont à Paris, on est à 1 heure et quart de Paris. Absolument. Et ceux qui viennent en avion, on est à 30 minutes avec de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Donc c'est voilà, on est très bien situé. Il ne faut pas hésiter justement à venir, mais de tout temps d'ailleurs. La Champagne est magnifique par toutes les saisons, quoi. Absolument. Absolument. Et l'esprit du troisième champagne est encore assez différent puisqu'on a un côté plus mûr, plus rôti, plus épicé, un spectre aromatique plus large, assez complexe également et en même temps puissant. On appelle ça justement l'expression d'une certaine vinosité que l'on perçoit au niveau du palais, mais qui est déjà perceptible au niveau des arômes, avec ce côté un petit peu brioché, voilà, cette évolution, cette oxydation maîtrisée qui est l'apanage même de l'esprit de Bollinger et en bouche. Là, on a un vrai champagne de table. Goûter Bollinger à l'apéro, pourquoi pas, mais il faut du foie gras, il faut éventuellement des belles Saint-Jacques comme toi, voilà, peut-être chaude et pas froide, tu vois. Il faut aller chercher le toasté, l'effet de Maillard autour des aliments pour pouvoir aller vers ce champagne-là. Et ça va très bien pour le coup. Et avec d'autres cuvées aussi. Moi, j'ai des grands souvenirs de chez Krug, chez Célos, chez Agrappa, etc. Enfin, tous ces gens qu'on aime beaucoup, Aiguille Ouvrier, etc. Je voudrais tous les citer, les saluer, mais franchement, ou chez France Pascal qui nous suit habilement ce soir aussi.
d'avoir eu des émotions gustatives qui appellent ce que l'on disait au début. Pas que de l'apéro, pas que éventuellement des entrées, mais des jolis plats. La volaille, merveilleux. Le veau, les riz de veau. Et ce qui est plus étonnant, c'est les viandes rouges. Exactement. Le gibier, bien sûr. Surtout le gibier à plumes. Moi, j'ai des magnifiques souvenirs de perdreaux, de cailles, de choses voilà, comme ça, magnifiques. Mais pas que. De temps en temps, même sur du gibier vraiment giboyeux, comme on dit. Exactement, exactement. Et là, tu parlais tout à l'heure de la Saint-Jacques. Par rapport au boulanger, peut-être qu'on peut, alors si on a un grill, par exemple, dans le four, juste venir les griller ou alors un coup de chalumeau, comme on fait de temps en temps, qu'on voit dans certains restaurants asiatiques, un coup de chalumeau par-dessus qui va venir toaster justement un peu ces Saint-Jacques et qui vont donner un autre parfum, qui vont peut-être justement s'accompagner avec ce boulanger. Ça, c'est plus à toi qui vas me dire exactement. Et puis tout à l'heure, je parlais aussi pourquoi pas, mettre un peu de safran comme ça au dernier moment. Après, il faut laisser libre cours. C'est ça aussi la cuisine. Il y a des bases, mais la cuisine, c'est jamais figé. C'est l'émotion, il y a de la technicité. C'est comme en dégustation. Hein. Il faut avoir des repères d'analyse, soit sur les saveurs, sur les parfums, sur l'évolution, sur la température de service, etc. D'ailleurs, au sujet de la température de service, ne servez pas les champagnes glacés. Hein. S'il vous plaît, servez les champagnes, pas non plus trop chauds, bien entendu, mais franchement, à 10, 12 degrés, c'est très bien. À 5, 6, c'est dramatique. Enfin, c'est dramatique pour le champagne, quoi. Donc, faites-vous plaisir, mais il vaut mieux le goûter légèrement plus tempéré que beaucoup trop froid, même si vous pouvez attendre un peu. Mais globalement, voilà, soyez vigilants de ne pas le goûter trop froid, ni trop chaud, bien entendu. Juste, je vois que le temps passe et on est bien tous les deux. Et les gens, voilà, d'habitude, on est à 19h, elle est bientôt 19h10, donc on va rendre l'antenne dans quelques instants. Je voudrais d'abord te remercier, Philippe, te dire qu'on pense très fort à toi et qu'on pense d'une façon à tous nos confrères restaurateurs. Nous, ici, au bistrot du Sommelier, ce soir, nous sommes ensemble, et je suis ravi. On va peut-être faire d'ailleurs de la vente emportée prochainement. On va essayer de mettre ça en place avec mon chef de cuisine. Ça, c'est génial. Et on va vous tenir au courant. Si tu as envie de te faire livrer des plats du bistrot du Sommelier, on va voir ça avec Guillaume Samuel, mon chef de cuisine. Et puis juste parce que nous sommes en période de fête et que je viens de commettre un nouvel ouvrage qui s'appelle Accords, mets et vins, dans lequel il y a plusieurs chapitres d'ailleurs consacrés au champagne, parce que vous venez de le constater, hein, le blanc de blanc c'est une chose, le blanc de noir c'est autre chose, l'assemblage c'est encore autre chose. Donc le champagne peut être servi effectivement à différents moments d'un repas, voire d'une journée, voire d'une vie. Et donc c'est un peu ce que je raconte notamment dans ce joli livre de 400 et quelques pages avec plein de recettes. Justement, c'est ce que nous avons partagé ce soir. On part d'une recette, on part d'un vin, on assemble tout ça pour le plaisir des gens qu'on aime. Je crois que c'est ça le message. En ce moment, on doit pouvoir faire ça. Exactement, on peut se faire plaisir. Et puis, voilà. Génial. Avant de terminer ensemble, parce que finalement, on a parlé de plein de choses, mais toi, avant d'arriver aux Crayères, rapidement, c'était quand ton parcours, les endroits qui t'ont marqué avant d'arriver? Première question. Ouais. Alors, moi, je suis originaire du Mans, hein, dans la Sarthe. Vraiment, la pâtisserie dans un premier temps. Et puis ensuite, je suis monté sur Paris. Fait différents restaurants, le Scribe, le Précatelan, le Drouan, la Serre, le Meurice, le Ritz. Et puis maintenant, voilà, ça fait 10 ans, 11 ans que je suis au Crayères. Dans cette belle région justement avec le champagne et puis surtout entouré de belles équipes, une très belle ambiance, un très bel endroit que je vous invite à venir découvrir au mois de janvier du coup. Mais pour ceux qui sont sur Reims, par contre, en attendant, voilà, on fait de la vente emportée sur notre deuxième restaurant, le Jardin, voilà, les samedis, vendredis soir, samedi soir et dimanche midi. Ça c'est bon à savoir. Merci beaucoup de ce renseignement. Et pour terminer, toi, ton coup de cœur champagne récent, parce que je suppose que tu en goûtes régulièrement, mais ne te fais pas non plus, ne te fais pas non plus d'ennemis en champagne. Hein. Non, bien sûr. Après, les champagnes, encore une fois, un champagne, il y a un moment donné où on a envie de celui-ci, puis on a un plat, on préfère celui-là, on est avec des amis, on préfère un autre. Il y a vraiment, ça c'est très intéressant, je l'ai découvert aussi en venant ici, c'est, voilà, il y a un moment pour chaque champagne. Et ça, c'est impressionnant. Un jour, on a envie vraiment d'un vin très
sur le pinot noir. Voilà, on a vu quelque chose qui nous tient, qui a une force. Un autre jour, on a envie de quelque chose qui a un champagne vieux, ancien, qui a vécu. On a envie de découvrir son histoire, comment il a vécu justement en cave. Et puis il y a des fois, par contre, on a envie de fraîcheur. Là, on va sur le chardonnay, le pur chardonnay, on y va à fond. Moi, j'aime beaucoup aussi, c'est voilà, le 100% chardonnay, 100% meunier. C'est rare, mais il y en a. Et puis 100% pinot noir aussi. Et de voir vraiment la typicité de chaque vin, et puis aussi les terroirs et la main de l'homme qui est derrière, qui est très, très, très Absolument. importante. Absolument. Merci pour cette réponse académique. Je comprends, Exactement. c'est comme, j'ai eu l'impression d'avoir Guillaume Gomez en face de moi, auquel on demande c'est quoi le chef d'État finalement qui vous a le plus marqué. Il répond habilement, intelligemment, il prend pas position, mais il fait plaisir, voilà, il est honnête avec l'histoire. Et c'est ce qui te caractérise également, cette honnêteté intellectuelle. Moi, juste un petit souvenir comme ça, parce que j'en ai des dizaines de milliers en Champagne, dans la, je disais tout à l'heure, c'est pas notre Paris, on y va très souvent. Mais le plus ancien champagne que j'ai eu l'occasion de goûter, c'était un Paul Roger 1893, qui finalement avait encore un peu d'effervescence, qui était quand même une gageure, hein, mais qui était assez doux quelque part, assez onctueux, et qu'on avait goûté un jour à la briqueterie avec un de tes confrères, il y a déjà très longtemps de ça, avec un foie gras poêlé, et c'était effectivement un mariage qu'on a trouvé assez génial. C'était en hiver, il y avait en plus quelques truffes qui passaient par là. On ne les a pas laissés passer longtemps. On a profité, et c'est effectivement un merveilleux mariage. Merci beaucoup, Philippe. À très Merci. bientôt en Champagne. Bonjour à toutes les équipes des Crayères, à la famille Gardinier, bien entendu, qui soutient cette belle aventure depuis un certain nombre d'années, mais également à ton nouveau directeur. Je crois qu'il y a voilà, un changement d'équipe qui est arrivé dans le groupe, etc. Et on souhaite bon vent à l'ensemble du groupe, y compris aux maisons parisiennes, puisque Taïwan, Le Drouan, Drouan, les 110 notamment Taïwan, puis les caves Taïwan aussi, hein. Taïwan, etc. Toutes les équipes. Un grand, grand merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, si nombreux ce soir encore. Et bravo parce que souvent à la fin, bah, ça décroche un peu. Et là, le chiffre des gens qui nous suivaient a augmenté jusqu'à maintenant. Donc, preuve, s'il en est que c'était gourmand et que tout le monde était très attentif, et ils avaient raison. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci Bien. bien. Et À très puis, bientôt. Et merci à la Société, merci à l'Union de la Sommelier française. Et à la semaine prochaine pour un verre, une assiette. C'est ça, Marion? Et la semaine prochaine, on reçoit encore un nouveau chef. Ça serait une belle surprise. Ou si dans 15 jours, enfin, en tout cas, n'hésitez pas. En général, le lundi, 18h30, vous avez toujours quelque chose à partager avec nous. À très bientôt. Au revoir. merci beaucoup.